En Chine, une forte marée est observée dans la rivière Qingtan, atteignant environ 1,50 m, ce qui dépasse considérablement les niveaux des 2 jours précédents. À mesure que l'intensité de la vague de marée augmente, son impact visuel s'intensifie également, créant un spectacle époustouflant pour les habitants et les touristes. De temps en temps, de puissantes vagues s'écrasent contre la rambarde de la promenade, démontrant que la zone ainsi que la fréquence de la marée augmentent chaque heure. Cette marée peut être considérée comme l'une des plus impressionnantes au monde. Aujourd'hui, à Haining, dans la province du Jiangsu, un groupe de journalistes et d'amateurs de nature continue de surveiller la marée le long de la promenade, essayant de capturer des moments uniques en photo et en vidéo. Pour protéger la promenade et garantir la sécurité des spectateurs, des végétaux ont été utilisés dans la zone, ainsi que des panneaux d'avertissement et des barrières dans les endroits où se rassemblent de grandes foules. Ces mesures aident à prévenir les accidents et offrent une expérience de visionnage confortable du phénomène naturel. Les organisateurs de l'événement exhortent tous les présents à suivre les instructions du personnel sur place et à ne pas escalader les barrières ni s'approcher du bord du barrage sans autorisation. Les pompiers argentins luttent activement contre les feux de forêt dans le centre du pays, où les températures élevées favorisent la propagation rapide des flammes à travers les forêts et les prairies. La chaleur crée des conditions idéales pour l'apparition et l'intensification des incendies, obligeant les autorités locales à prendre des mesures d'urgence pour protéger la population. Malheureusement, le feu a déjà atteint des zones résidentielles, entraînant l'évacuation massive de centaines d'habitants des villes de Los Cocos et Capilla del Monte. Ces mesures étaient nécessaires pour assurer la sécurité des personnes, car les flammes menacent leurs maisons et leur vie. Des dizaines de blessés ont été signalés, y compris des personnes souffrant de brûlures et d'autres blessures. Selon les pompiers, maîtriser la propagation du feu s'avère extrêmement difficile. Les obstacles principaux ne se limitent pas aux températures élevées, mais incluent également les vents forts qui attisent les flammes et accélèrent leur progression. Les équipes de secours travaillent sans relâche, jour et nuit, pour empêcher l'incendie de s'étendre davantage. À ce jour, l'évaluation des dégâts causés dans les zones sinistrées n'a pas encore été entièrement réalisée, tandis que les autorités continuent de recueillir des informations sur les répercussions de cette catastrophe. La situation reste critique et de nombreux habitants espèrent que les conditions météorologiques s'amélioreront pour faciliter la lutte contre le feu. Les inondations ont emporté un autobus de passagers dans la province marocaine de Tata. À l'heure actuelle, 2 personnes ont été confirmées décédées et 14 sont portées disparues. Il a été signalé que de fortes tempêtes ont frappé à la région la veille, apportant des pluies records qui ont provoqué l'inondation. Les courants d'eau étaient si puissants qu'ils ont emporté l'autobus de passagers. Les autorités ont confirmé la mort de 2 personnes, 14 disparues et 13 sauvées. Les inondations ont également causé l'effondrement total ou partiel de certaines maisons et endommagé des routes. Actuellement, des opérations de recherche et de sauvetage sont en cours. C'est la 2e inondation majeure dans le pays en septembre. Auparavant, des inondations avaient coûté la vie à 18 personnes dans le sud du pays après de fortes pluies dans la région. En Tunisie, de fortes pluies ont provoqué des inondations qui ont fait au moins 5 morts, tandis que 2 autres personnes sont portées disparues. C'est ce qu'a déclaré le ministère de l'Intérieur de la République. Le ministère a précisé que les intempéries ont coûté la vie à des personnes dans différentes régions du pays.
En particulier, un homme de 40 ans est décédé dans la région de Wadi Skirad, dans le gouvernorat de Kasserine, et un homme de 48 ans a perdu la vie dans la ville de Nabeul, dans le gouvernorat de Nabeul. Un enfant de 5 ans s'est noyé dans la région de Sabalet Asker, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. 2 autres personnes ont également trouvé la mort dans la province de Kef. De plus, de nombreuses routes, tant routières que ferroviaires, ont été endommagées en raison des fortes pluies et des travaux de restauration sont actuellement en cours. Plusieurs établissements scolaires ont été fermés dans la capitale Tunis. Il convient de noter que ce n'est pas la première forte pluie survenue dans le pays récemment. En septembre, la Tunisie a reçu la moitié de son quota annuel de précipitations en seulement un jour. La comète Tsuchinshan Atlas brillera comme l'étoile polaire lorsque la comète la plus brillante de l'année sera visible depuis la Terre. Elle se dirige vers le Soleil et atteindra son point de rapprochement connu sous le nom de périgée le 27 septembre. Si la comète survit avec succès à ce rapprochement, elle pourra être bien observée depuis la Terre. L'histoire de la comète a commencé à la mi-janvier 2023, lorsqu'un observatoire en Chine a détecté un objet faible. À ce moment-là, la comète était très lointaine et peu lumineuse, mais des observations ultérieures ont montré qu'à l'automne 2024, elle pourrait devenir visible à l'œil nu pour les astronomes amateurs. Cependant, début juillet, un spécialiste des comètes a publié un article suggérant que la comète pourrait se désintégrer. Il a noté l'absence de brillance dans son parcours vers le Soleil d'avril au début de juillet et a observé que la queue de la comète était composée de particules plus grosses que d'habitude, ce qui indique un stade avancé de fragmentation. Malgré ces inquiétudes, on peut affirmer avec confiance que la comète non seulement a survécu, mais continue également son chemin vers le Soleil. Les astronomes attendent avec impatience la prochaine étape de son parcours, espérant voir ce magnifique spectacle cosmique dans le ciel. La tempête tropicale John s'est avérée être l'un des phénomènes naturels les plus destructeurs à frapper le Mexique en 2024. La tempête a commencé à se former à la mi-septembre, se renforçant lentement au fur et à mesure qu'elle progressait vers le nord-ouest, au-dessus des eaux chaudes de l'océan Pacifique. Bien qu'elle ait été initialement considérée comme une tempête tropicale modérée, l'intensification soudaine des vents et l'augmentation de la pression ont conduit à son développement rapide en un ouragan de catégorie 3, surprenant à la fois les météorologues et les résidents des zones côtières du Mexique. Après que John ait atteint sa puissance maximale, son épicentre a frappé la partie sud du Mexique, touchant les États d'Oaxaca, de Guerrero et de Chiapas. Des villes côtières comme Acapulco et Puerto Escondido ont subi le choc direct des vents violents. Avec des rafales atteignant 190 km à l'heure, les vents ont arraché les toits des maisons, déraciné des milliers d'arbres et renversé des lignes électriques, laissant des dizaines de milliers de foyers sans électricité. Dans les régions côtières, de grandes vagues et des marées de tempête ont inondé les terres, endommagé des bâtiments et détruit de petits quais de bateaux. Après que l'ouragan John ait frappé Acapulco, une vague de pillage a éclaté dans la ville. Les inondations dévastatrices ont laissé les habitants sans eau, électricité et nourriture, ce qui a engendré du désespoir et entraîné des vols massifs. Les magasins et supermarchés sont devenus les principales cibles, car les gens essayaient de se procurer de la nourriture et des produits de première nécessité. Les autorités municipales et les représentants des entreprises ont exprimé de vives inquiétudes quant à l'augmentation des pillages, en particulier dans les zones les plus touchées par les inondations et les coupures de courant. Malgré le chaos, certains magasins ont tenté de maintenir des prix stables et de fournir aux habitants les ressources nécessaires, mais le contrôle de la situation a été temporairement perdu. La garde nationale et les forces de sécurité locales se sont mobilisées pour rétablir l'ordre, mais la situation restait tendue. Le renforcement des patrouilles est devenu essentiel pour prévenir la propagation des pillages, car les résidents continuaient à faire face à une pénurie de biens et de services de base. L'une des conséquences les plus graves de la tempête a été les pluies torrentielles.
Dans les régions montagneuses de Guerrero et d'Oaxaca, les fortes précipitations ont provoqué de nombreux glissements de terrain et inondations. À certains endroits, la quantité de pluie a atteint 500 mm, ce qui correspond à la moyenne d'un mois. En conséquence, un des plus importants glissements de terrain survenus dans la région de la Montaña a détruit plusieurs maisons et causé la mort de 2 personnes. Les autorités ont exhorté les résidents locaux à évacuer immédiatement, mais tout le monde n'a pas pu quitter les zones dangereuses à temps, ce qui a augmenté le nombre de victimes. Le gouvernement mexicain et les services de protection civile ont réagi rapidement à la situation, déployant des milliers de secouristes et de membres des services d'urgence qui ont travaillé jour et nuit pour atténuer les effets de la tempête et secourir les victimes. Les autorités des États d'Oaxaca et de Guerrero ont déclaré l'état d'urgence, fermé les écoles et suspendu tous les événements publics. Plus de 80 abris ont été ouverts dans les régions touchées, où des milliers de résidents déplacés ont été évacués. Le président du Mexique s'est rendu personnellement dans les régions touchées par la catastrophe et a appelé les habitants à suivre strictement les directives des autorités locales. Il a également annoncé que le gouvernement travaillerait sur un programme de récupération accélérée pour les zones sinistrées afin d'aider les personnes ayant perdu leur maison et leurs moyens de subsistance. En outre, il a été décidé de débloquer un fonds d'urgence pour restaurer les infrastructures endommagées, y compris les routes, les lignes électriques et l'approvisionnement en eau. Dans plusieurs régions, l'activité agricole a été affectée. Les fortes pluies ont endommagé les cultures de maïs et d'autres récoltes importantes. Les agriculteurs locaux ont exprimé leur inquiétude quant à une éventuelle pénurie alimentaire dans les mois à venir, ce qui nécessitera des efforts supplémentaires de la part du gouvernement et des organisations internationales pour éviter une crise. Un problème majeur a été la restauration de l'électricité et des routes, bloquées par des arbres et des glissements de terrain. Dans les régions touchées, de nombreuses routes sont restées impraticables, ce qui a rendu difficile la livraison de l'aide humanitaire. Selon les autorités locales, la restauration des infrastructures pourrait prendre plusieurs mois, en particulier dans les zones montagneuses reculées, où l'accès à l'aide est extrêmement limité. Les économistes soulignent également que les catastrophes naturelles comme l'ouragan John, ont un impact significatif sur l'économie de la région. Le tourisme, qui est l'un des secteurs clés des États côtiers, a été gravement touché par l'évacuation massive des touristes et la destruction des infrastructures côtières. À l'approche de la haute saison touristique, les pertes pourraient être encore plus importantes si les travaux de restauration ne sont pas terminés à temps. L'ouragan le plus puissant depuis le siècle XIX a frappé les États-Unis, forçant plus de 70 000 personnes à quitter leur maison. Dans l'après-midi du 26 septembre, l'ouragan Helen a touché la côte de la Floride avec des rafales de vent atteignant 225 km/h. C'est la première tempête de catégorie 4 à impacter la région de Big Bend depuis 1851. En raison de la tempête, des écoles, des aéroports et des routes ont été fermés dans tout l'État. Les ordres d'évacuation ont touché les résidents de 4 comtés, car les météorologues ont averti d'éventuelles destructions. Cet événement pourrait être catastrophique pour ceux qui vivent dans des zones côtières et basses. Wakulla n'a jamais connu une tempête de cette ampleur, a écrit le shérif du comté de Wakulla, Jared Miller, sur Facebook. Selon les prévisions, Helen devrait se déplacer vers le nord-ouest et ralentir dans la vallée du Tennessee vendredi et samedi. En raison de la menace de conséquences graves, le président Joe Biden a approuvé un état d'urgence pour la Floride, la Géorgie, ainsi que les Carolines du Nord et du Sud, et l'Alabama. Helen est un ouragan dangereux qui pourrait devenir une tempête qui se produit une fois par génération,
pour la partie occidentale de la Caroline du Sud et le nord-est de la Géorgie. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a confirmé un décès lié à l'ouragan. À minuit à Tallahassee, la tempête s'est intensifiée considérablement et de fortes pluies ont commencé. Certaines zones de la ville ont connu des coupures de courant. Les pluies ont également inondé la Géorgie, la Caroline du Sud, les parties centrales et occidentales de la Caroline du Nord et certaines régions du Tennessee où les gouverneurs ont déclaré l'état d'urgence. En Chine, au zoo de la ville de Shanwei, 2 chiots de la race Chow Chow ont été présentés aux visiteurs, teints pour ressembler à des pandas. Dans l'enclos des pandas, de petits animaux noirs et blancs couraient effectivement, mais en y regardant de plus près, les visiteurs se sont aperçus qu'il s'agissait de 2 chiens Chow Chow peints en panda. Les animaux rares ont été filmés dans une vidéo qui est rapidement devenue virale. Les faux pandas étaient beaucoup plus vifs que les véritables pandas, et les derniers doutes se sont dissipés lorsqu'ils ont, fatigués, sorti leur langue et commencé à halter comme tous les chiens. Leur fourrure avait été coupée pour ressembler à celle des pandas. Le personnel du zoo a admis qu'il y avait effectivement des chiens peints dans l'enclos, mais a déclaré qu'il n'y avait pas de tromperie, car ils n'avaient pas présenté les chiens comme des pandas, mais spécifiquement comme des chiens pandas. Néanmoins, certains visiteurs ont exigé un remboursement. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce n'est pas la première fois qu'un tel subterfuge se produit. En mai, un autre zoo chinois, dans la province de Taizhou, a également été impliqué dans un scandale similaire pour avoir peint 2 Chow Chow en panda. Les visiteurs ont accusé le personnel du zoo de cruauté envers les animaux, à quoi un représentant a répondu qu'il n'avait utilisé que des colorants naturels, ajoutant que les gens aussi teignent leurs cheveux et qu'il n'y a rien d'étrange à cela. Il a également souligné qu'il n'y avait jamais eu de véritable panda dans ce zoo et que c'était simplement une attraction inoffensive pour attirer l'attention. Et cela fonctionne manifestement. Les gens font la queue pour voir les animaux et, dont la plupart, semblent encore les prendre pour des pandas. Rappelons qu'un incident similaire s'était produit auparavant dans un zoo de la ville de Hangzhou. Les spectateurs venus voir un ours avaient affirmé avoir été trompés, car au lieu du prédateur, ils avaient vu un homme déguisé dans l'enclos. De plus, les visiteurs avaient remarqué des mouvements étranges chez l'animal, qui selon eux étaient plus propres à un humain. Après que les images de l'animal ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, les représentants du zoo ont fait une déclaration assurant que l'enclos abritait bien un ours malais. Les représentants de cette espèce ont une constitution corporelle et faciale particulière, ce qui les fait ressembler à des marionnettes. De fortes pluies ont frappé le sud-est de la France, provoquant des inondations importantes dans la ville touristique de Cannes. Selon des rapports préliminaires, malgré les conséquences destructrices des intempéries, aucune victime ni blessé n'a été signalée parmi la population. Un représentant de la mairie de Cannes a déclaré que la ville n'avait pas reçu d'avertissement préalable concernant la tempête à venir. Bien que ces notifications soient généralement envoyées à l'avance pour préparer les services d'urgence. Cette fois-ci, la notification concernant les précipitations n'est arrivée qu'1 heure après le début des pluies, alors que les rues étaient déjà inondées. Le maire de la ville, David Lisnard, a annoncé son intention de demander des explications aux services d'alerte nationaux et régionaux afin de comprendre les raisons du retard et d'éviter de telles situations à l'avenir. Selon les services météorologiques, environ 36 mm de pluie sont tombés à Cannes en 1 heure, soit plus d'1 tiers de la moyenne mensuelle de la région. Les habitants et les touristes se sont retrouvés piégés dans les rues inondées, tandis que l'eau emportait les voitures stationnées et inondait les magasins et les restaurants. De nombreuses vidéos sont apparues en ligne montrant des torrents d'eau dévalant les rues, les transformant en rivières. Les services d'urgence ont été immédiatement mobilisés et, malgré les difficultés, les opérations de sauvetage se sont déroulées rapidement. Les autorités de Cannes ont déclaré que les dégâts causés par les inondations seraient évalués dans les prochains jours
et que les entreprises et les résidents touchés recevraient une aide. Les pluies à Cannes font partie d'une chaîne plus large de tempêtes qui ont frappé l'Europe ces derniers jours. Quelques jours auparavant, la tempête Boris avait sévèrement frappé l'Europe centrale et orientale. En raison des fortes précipitations, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie dans des villes comme Bratislava, Prague et Vienne, provoquant des débordements de rivières et des inondations dévastatrices. De nombreuses localités en Pologne et en République tchèque ont été inondées et, selon les derniers rapports, au moins 7 personnes ont péri à cause de la catastrophe. Les experts lient ces phénomènes météorologiques au changement climatique et avertissent que de telles tempêtes pourraient devenir plus fréquentes dans les années à venir.